Eh bien, c'est parfait. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre connexion cet après-midi dans un cycle qui démarre là au mois de février, mais qui s'étiendra tout au long de l'année 2024, qu'on a intitulé Les vendredis du droit à l'emploi et de la transition écologique. Donc, l'objet sera d'aborder différents sujets liés à la transition écologique. Tout au long de ces webinaires, vous êtes bien évidemment invités à participer si jamais vous avez des sujets en particulier que vous aimeriez voir traités dans ces cadres-là. Donc aujourd'hui, nous avons consacré ces webinaires à l'économie circulaire. Donc pourquoi l'économie circulaire? Peut-être parce que ça fait partie, ça regroupe très bien une bonne partie des activités qui sont développées aujourd'hui par les entreprises à but d'emploi, mais aussi qui font partie de ces activités identifiées comme des besoins au niveau des territoires et identifiées également comme des activités qui s'accouplent très bien aux compétences et aux souhaits des personnes privées durablement d'emploi qui travaillent sur les territoires justement pour pouvoir les identifier, aider à les développer, etc. Donc pour ce faire, on a voulu solliciter certaines entreprises à but d'emploi pour participer aujourd'hui, mais aussi on a voulu faire part à un partenaire du projet depuis 2016, qui est l'ADEME, et donc via ces partenariats, nous les avons sollicités pour savoir s'ils pouvaient participer aujourd'hui et donc poser un cadre sur la question de l'économie circulaire, où nous en sommes aujourd'hui, etc. Donc je pense que Monsieur Raphaël Guastavi, connecté, pourra nous dresser ses constats. Et par la suite, donc on aura donc 4 territoires et des entreprises de ces territoires-là. Donc ce sera Romain Delors, directeur de l'EBE d'emploi, Thierry Pétonnet, qui est le directeur de la boîte à côté à Bléré, Sandrine Courta, qui est la directrice de Jack à Blois, mais aussi Frédéric Maury, qui est donc le directeur de l'EBE Label Initiative. L'idée qu'on a voulu développer pour ce webinaire aussi, c'était d'avoir un dialogue entre partenaires. Donc ça sera une présentation à 2 voix, des entreprises à but d'emploi via les personnes que je viens de mentionner, avec les partenaires avec qui ils sont développés les activités. On pourra se présenter au fur et à mesure pour ne pas trop allonger ces temps de présentation. Donc, sans plus, je laisserai la parole à Raphaël Guastavi, qui nous fera donc une présentation sur le cadre. Donc, qu'est-ce qu'est l'économie circulaire? Quand on a discuté l'autre jour, on a parlé aussi de peut-être la difficulté de faire un état exhaustif sur ce que ça représente, cette économie, et les contraintes aussi pour pouvoir le dresser. Les enjeux que ça soulève aussi en termes de modèle économique que nous devons développer désormais, et l'enjeu pour nous tous en tant que citoyens, citoyennes et en tant que projet pour développer davantage des activités. Donc, Messieurs Guastavi, vous avez la parole. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Eh bien, merci pour votre invitation. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Raphaël Guastavi, je suis directeur adjoint de la direction économie circulaire de l'ADEME. Et donc, effectivement, je vais vous présenter un peu des grandes lignes. Alors, peut-être pour certains, ce sera complètement redondant avec leurs connaissances. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir partir tous un peu de cette définition homogène et de cette vision homogène de ce que peut être l'économie circulaire et finalement ce changement de paradigme économique. Alors, je vais partager mon écran en espérant que tout fonctionne. Ben, pour l'instant, il n'y est pas. Hein.
c'est normal, je suis en train d'activer le partage. Donc, est-ce que là, Très bien. c'est très bien. Est-ce que vous l'avez en... Oui. Ouais, voilà. Je suis sur deux écrans des fois. Bref. Donc, partons du début. Le début, c'est finalement se rappeler aujourd'hui comment est organisée l'économie. Elle est encore très majoritairement sous une forme linéaire qui consiste à extraire des ressources naturelles, euh, fabriquer des matériaux, fabriquer des produits pour très vite les consommer, et ça partout sur la planète, et arriver finalement en fin de vie à une très faible valorisation, voire pas du tout de valorisation, une élimination sous forme de décharge. Donc ça, c'est une économie qui s'est développée très fortement avec l'avènement de la consommation de masse, hein, post-Seconde Guerre mondiale, avec du coup des matériaux et des produits avec une durée de vie qui a eu tendance à diminuer fortement, des emballages à usage unique, et qui a des conséquences sociales et environnementales sur l'exploitation donc de ressources naturelles. C'est des mines à ciel ouvert ou des mines tout court pour extraire les ressources naturelles, souvent dans des conditions environnementales assez catastrophiques, avec des conséquences sociales également très fortes, des pollutions locales dues à la partie production, là aussi avec de très faibles finalement euh, respect de l'environnement, notamment ce qui est fumé, hein. Là, on voit une image d'une ville en Chine qui subit cette pollution locale. Et puis également une pollution globale. Je pense notamment aux effets sur le changement climatique que cette exploitation de matière et cette production engendre, avec du coup, en ce qui nous concerne, pays occidentaux, souvent du carbone importé, parce que finalement, cette production liée donc à cette économie linéaire va engendrer de la consommation d'énergie fossile et en très grande quantité, aussi bien sur la partie extraction de matière que sur la partie production. Et ça, on ne le voit pas, c'est effectivement plutôt fait dans d'autres coins du monde, comme l'Asie du Sud-Est, par exemple. Donc du carbone importé, des ressources consommées, et donc quelle solution par rapport à ça? On a également une des conséquences fortes de cette économie linéaire, c'est une production de déchets, donc vraiment sur la partie aval, avec des déchets qui continuent malgré tout à augmenter, même si on a eu des efforts de prévention de la production de déchets pendant quelques années. Si on regarde les chiffres récents, on est de nouveau à une augmentation de la quantité de déchets collectés par les services publics ramenés à l'habitant. Donc, si on était sur une phase plutôt de stabilisation, parfois même un peu de baisse depuis 2009. Alors, pourquoi 2009? C'est les enquêtes régulières auprès des collectivités qui sont faites à partir de cette période. Aujourd'hui, on passe au-dessus de 600 kilos par habitant en France, hein, avec plus exactement 611 kilos, ce qui n'est pas finalement dans la tendance qu'il faudrait avoir pour respecter notamment les objectifs de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, et donc qui normalement devrait être tablé autour de moins 15% par rapport à 2010, en 2030. Donc la ligne jaune sur le graphique en bas à droite. Donc on devrait arriver à 502 kilos pour respecter ces objectifs de la loi, et on ne prend pas la bonne tendance. Si on regarde au niveau global, on a plus de 300 millions de tonnes de déchets qui sont produits en France, donc une grande partie liée au secteur de la construction, et avec également une partie non négligeable, plus de 64 millions de tonnes de déchets sur la partie déchets d'activité économique, et au niveau ménage, un peu moins de 34 millions de tonnes. On a un traitement de déchets en France qui reste encore très important sur la partie de décharge, et là aussi on a des objectifs de diminution de la mise en décharge liés aussi bien à nos lois nationales qu'au niveau européen. On a donc environ 30% de stockage, 30% d'incinération avec valorisation d'énergie.
enfin, pardon, 20% de stockage, 30% de valorisation énergétique. On a 30% seulement de valorisation matière, donc de recyclage, et de la valorisation organique à autour de 16%. Et là, ça concerne surtout en masse les déchets verts. Donc, on a des efforts encore à faire de façon très importante pour rendre notre économie plus circulaire. Donc, des objectifs donc, de valorisation de déchets, des objectifs de diminution du stockage, mais également des objectifs de réemploi, de réparation. Aujourd'hui, si on prend le volume des filières REP, les filières REP, c'est des filières à responsabilité élargie aux producteurs qui imposent que les metteurs sur le marché soient responsables du cycle de vie de leur appareil, c'est-à-dire aussi bien sur l'éco-conception que sur le recyclage et maintenant sur le réemploi et la réparation. Donc seulement 2,3% de ce gisement potentiellement réemployable en partie et 2,3%, c'est vraiment très faible. On a des objectifs qui sont de plus que doubler ce chiffre. On a également, vous l'avez vu, le fonds de réparation qui a été créé pour mieux solliciter, mieux accompagner les consommateurs sur cette réparation. Pour l'instant, c'est tout récent, mais il y a encore là aussi un effort important à faire monter en puissance cette bonification parce qu'elle n'est que l'épaisseur du trait aujourd'hui par rapport à ce qui a été fait en termes de réparation. On a fait des études, des enquêtes auprès des Français pour voir finalement leur niveau d'équipement, leur niveau d'utilisation de leur équipement, et il ressort aussi de façon assez étonnante que finalement on a plusieurs catégories de produits, plusieurs produits qui sont possédés, qui ne sont pas utilisés, et parfois même que les Français ne savent plus qu'ils ont et rachètent les mêmes. On a également des comportements qui n'incitent pas finalement à l'économie circulaire avec des changements d'équipement comme les smartphones par exemple, alors que dans 80% des cas, ces équipements fonctionnent, donc pourraient ne pas être changés. D'autre part, on peut faire le constat que sur les filières, donc les fameuses filières REP, on a des atteintes d'objectifs en termes de recyclage qui sont assez variables et qui là aussi peuvent être largement améliorés. Par exemple, les emballages ménagers, aujourd'hui, on est à 72% de valorisation par recyclage de ces produits en fin de vie, avec notamment, si on regarde plus dans le détail, des emballages plastiques qui, eux, ne sont valorisés qu'à hauteur de 26 ou 27%. Donc, ce qui ne rend pas forcément très bon sur cette partie de chiffres. Sur le réemploi, on a également des cas spécifiques, notamment liés à la filière équipement électrique et électronique, où là, il y a des potentiels de réemploi qui sont importants. Mais malheureusement, donc il y en a que très peu qui sont réemployés. Et d'autre part, on a une problématique de gisement et de collecte de ces gisements, donc de mobilisation de ce qui pourrait être réemployé ou au pire recyclé. Et en fait, on est qu'à environ 50% de collecte du gisement. Donc, la nécessité de pivoter sur une économie circulaire peut se faire au travers de plusieurs grands axes. Donc ça, c'est la façon un peu classique qu'on a de présenter ces axes d'économie circulaire. Le premier sur l'offre des acteurs économiques, puis celui sur la partie consommateur, aussi bien dans leur comportement d'achat que dans leur comportement vis-à-vis des biens dont ils n'ont plus l'utilité. Et puis un troisième axe autour de la gestion des déchets. Alors, en milieu de tout ça, on a un objectif principalement de lutte contre le gaspillage de ressources, les actions des collectivités, des pouvoirs publics et des filières REP, donc le rôle des metteurs sur le marché par rapport à l'ensemble de ces leviers d'action. Sur la partie acteurs économiques, on est aussi bien sur les questions d'éco-conception, d'approvisionnement durable, notamment avec des matières premières issues du recyclage ou d'autres types de matières moins impactantes. Écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité qui vise notamment un changement de modèle économique là aussi, visant plutôt le service et diminuant le volume de vente.
Sur la partie consommation durable, on est dans une problématique d'achat, tout d'abord, pour aussi bien les pouvoirs publics que pour les entreprises, de changement de type de consommation et d'avoir une utilisation plus vertueuse, notamment limitant les fréquences de renouvellement élevées pour les biens. Donc ça fait le lien avec notamment l'allongement de la durée d'usage des produits, que ce soit sous l'angle réparation ou réemploi. Et puis donc la partie ensuite fin de vie, collecte et tri, valorisation matière et énergétique. Alors l'ADEME travaille sur l'ensemble de ces axes, avec notamment des renforts autour de l'éco-conception, autour de l'économie de la fonctionnalité. C'est quelque chose d'assez complexe parce que derrière ça fait appel à des notions nouvelles, de vraiment changement de modèle économique dans le fond. On a des campagnes de communication grand public. La dernière en date sur la sobriété est celle avec les dévendeurs, dont vous avez sûrement entendu parler. On travaille depuis longtemps sur la notion d'affichage environnemental et de mettre en avant un coût environnemental des produits, donc avec une expérimentation grandeur nature qui va débuter sur le textile et l'alimentaire cette année. On a développé le principe d'indice de réparabilité et bientôt de durabilité qui accompagne aussi bien les entreprises dans l'amélioration de leurs produits que les consommateurs dans la connaissance des impacts finalement et des capacités de ces produits à être plus ou moins durables. Le tri à la source des biodéchets également, qui maintenant est une obligation pour les collectivités de mettre en place ce tri à la source. Et puis tous les sujets autour, par exemple, des plastiques, avec le soutien aux filières de recyclage ou encore l'incorporation de matières recyclées. Donc ça, ce sont quelques exemples et qui sont directement en lien avec les orientations de la planification écologique, hein, de secrétariat général à la planification écologique, qui est un service du Premier ministre, et qui a planifié quelques grandes actions à mener de façon prioritaire, que ce soit autour des soutiens à l'éco-conception ou à l'écologie industrielle et territoriale, au développement des nouveaux modèles d'affaires, hein, qui, comme je disais, visent plutôt à diminuer le modèle de vente en volume, mais plutôt de regarder comment intensifier l'usage des produits au travers d'offres servicielles assez élaborées. C'est continuer à améliorer la collecte. Hein. Comme je disais, il y a un problème de captation de gisements. Cette captation de gisements, d'ailleurs, elle vaut aussi bien sur les produits qui peuvent être employés que sur les produits qui sont vraiment en fin de vie et qui peuvent être recyclés. On a également dans les travaux du AGPE, on retrouve l'affichage environnemental ou encore des actions autour même de la publicité pour changer là aussi la façon dont la publicité doit être réalisée en mettant plus en avant des enjeux de produits plus performants d'un point de vue environnemental, de diminuer les publicités sur les produits les plus impactants, ça c'est en lien avec la loi climat, et également de changer, et ça c'est aussi notre travail, un petit peu le récit et l'imaginaire pardon, qu'il peut y avoir derrière cette publicité, et de mettre plus en avant des comportements vertueux et qui soient compatibles avec une économie de ressources et de recherche de limiter les impacts sur les gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est un ensemble finalement de travaux qui sont menés. Évidemment, derrière, ça veut dire mobiliser l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs, c'est les consommateurs, les citoyens, mais c'est également les entreprises, les collectivités, c'est les acteurs locaux, notamment de l'économie solidaire et sociale, qui ont un rôle important à la fois dans le développement de nouvelles offres, dans l'accompagnement des citoyens, des consommateurs, pour justement arriver à ensemble s'engager dans cette économie circulaire. Parce que sur tous ces sujets-là que j'ai pu illustrer, il y a un élément de base. Alors, il y a besoin de moyens, donc de ressources financières notamment pour soutenir et amorcer ces nouvelles filières, mais c'est également besoin de moyens humains, d'avoir des changements de métier, de pouvoir pivoter de métiers de l'économie linéaire vers ces métiers de l'économie circulaire.
Donc, bien souvent, la question, elle relève du nombre de personnes nécessaires pour ces nouveaux métiers. Je prends par exemple le reconditionnement, les sujets autour euh, de nouveaux modèles, souvent font appel à plus de main-d'œuvre plus ou moins qualifiée. Et je pense que là aussi, tout le monde peut y trouver un rôle dans ce développement. Donc voilà. C'est vraiment un sujet important qui doit être porté aussi dans les territoires avec une notion presque de localisme versus la mondialisation qui est plutôt sur ce modèle linéaire. Le modèle circulaire est plus proche des territoires. Voilà en quelques mots. Oui, je pense il y a beaucoup de choses qui font écho au travail qui est développé via le projet Territoire sans chômeur, mais pas que, qu'on fait aussi avec des acteurs au sens plus large au niveau de l'OSS. Vu que Monsieur Guastavi va devoir nous quitter bientôt, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, veuillez activer votre main virtuelle, s'il vous plaît, afin qu'on puisse vous identifier. Ça peut être des questions, des commentaires, des parallèles, des réflexions que ça évoque également aussi. Bon. Moi, je vais me permettre. En fait, vu enfin, le rôle qui joue l'ADEME dans l'accompagnement de ce nouveau changement ou de ce virage important en termes économiques, en termes de consommation, des postures citoyennes, etc. Comment est-ce que l'ADEME envisage aussi, même si vous l'avez mentionné, hein, il y a un enjeu des moyens humains et économiques, mais compte tenu le rôle qui vous est attribué, sur lesquels vous travaillez, comment vous accompagnez aussi et comment ça se décline au niveau régional pour accompagner des initiatives qui émergent en fait au niveau territorial. On est tous d'accord que la solution la plus pertinente, elle vient des territoires avec les acteurs du territoire, mais donc comment faire pour articuler les intentions au niveau national, la mise en place opérationnelle au niveau territorial. Oui, donc effectivement, on a des directions régionales, d'une part, qui sont vos interlocuteurs, vous connaissez certainement, pour accompagner les projets d'économie circulaire, avec plusieurs formes d'accompagnement. On a d'une part des outils et méthodes techniques qui peuvent être employés, notamment par les collectivités locales. Je pense notamment aux territoires engagés pour la transition écologique. Oui, bonjour, Valérie Géré, Agropolis. Oui, Je ne bonjour. dérange pas là, ça va? Oui, un petit peu. Donc, Ok. Ouais, parce qu'on avait prévu de se contacter ce matin, j'ai tenté, euh, j'étais pas. le micro de la personne qui parle. Oui, pardon, excusez-nous. Donc, je disais Territoire engagé pour la transition écologique, qui est un programme d'action d'accompagnement des collectivités sur la structuration de leur plan climat, mais aussi de leur feuille de route économie circulaire dans les territoires. Donc ça, c'est une approche méthodologique à destination des collectivités. On va avoir, alors je serai peut-être pas exhaustif, hein, on va avoir également des soutiens financiers aux projets, typiquement de montage de structures pour du réemploi, des recycleries. Voilà, on continue à soutenir des investissements dans ce cadre-là, comme on soutient les investissements dans les projets de filières de recyclage, par exemple. On essaye d'avoir un accompagnement. Alors c'est vrai que plus au niveau national des têtes de relais, des structures pour développer soit des études, soit des guides méthodaux, des outils qui vont après pouvoir percoler au plus proche de leurs utilisateurs. Donc voilà, ça c'est plutôt l'action nationale. Mais de façon générale, vraiment, mon premier message, c'est
de contacter, de prendre appui auprès des directions régionales dès lors que vous avez un projet qui va permettre de diminuer la production de déchets par le biais du réemploi, de la réutilisation ou de la valorisation de déchets par le biais de création de nouvelles filières. Très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, questions? Sinon, on puisse aussi libérer Monsieur Wastavi, respecter le temps. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour Je vous en prie. ces tableaux dressés. Je sais qu'il y aura des personnes qui vont me demander si vous pouvez partager votre présentation. Oui. Si vous pouvez bien la transmettre pour... Je vous transmets ça, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Passez une bonne après-midi. Également à vous. Merci beaucoup. Bonne session de travail. Au revoir. Au revoir. Ça nous permet aussi donc d'enchaîner sur la deuxième partie du webinaire. Comme on vous avait dit, l'idée c'était de dresser un tableau sur ces questions de l'économie circulaire, qu'on puisse être d'accord pour savoir de quoi on parle, vers c'est à quoi on se dirige. Et pour ce faire, voilà, donc on a toujours, pardon, la présence, en fait, comme ils sont tous un peu dispatchés, toutes et toutes dispatchés un peu de partout. Je vais plutôt demander donc à nos intervenants, donc il y a Thierry Pétonnet que je vois sur mon écran. Il y a Formé Sculpture aussi qui est en haut. Voilà. Et donc il y a Forme et Sculpture. Oui, bonjour. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse justement pouvoir intervenir en binôme sur les types d'activités qui ont été développées sur le territoire. Comment est-ce qu'on arrive à identifier, à faire évoluer et comment on répond aussi à un besoin, les enjeux et puis les opportunités que ça représente pour tous les deux, de travailler avec une entreprise sur l'emploi et de s'associer avec d'autres partenaires dans l'ESS. Donc, si vous voulez bien, c'est ma collègue Laurence Bauger qui prendra l'animation sur cette deuxième partie. On a voulu structurer ça sur 3 questions. Donc, le premier temps de ces questions, c'était notamment, je lance la question, à quel besoin du territoire votre activité répond, quelle est l'ambition que vous avez et comment, via votre partenariat, vous avez essayé d'y répondre. Et donc, pour échanger avec nous, nous avons donc, on a bien vu Thierry et Mathias Tenenhaus de Forme et Sculpture. Si vous voulez commencer, les temps qu'on puisse identifier aussi à Sandrine Courta de Diacablois, et à papa, ça y est, je la vois. Et puis à Mathilde Petite-Velasco, super, qui est ex-fondatrice donc, des Somaltais. On nous expliquera tout à l'heure ce que c'est. Et puis Frédéric Maury, qui avait l'initiative. Frédéric, je ne vois pas. Avec Johan Van Domer, qui est par contre vu de Bonjour. Le Livre. Bonjour Johan. On a également Romain Delors. C'est celui-là. On peut peut-être vous proposer de tous lever la main pour que, avec vos mains virtuelles pour que vous soyez en haut, je crois, de nos écrans. Comme ça, super, comme ça on va s'identifier. Voilà, donc on repartira avec cette question. On vous laisse, si vous voulez, ceux qui souhaitent commencer, pour revenir à cette question de voilà, l'ambition à laquelle vous avez voulu répondre en fonction de besoins identifiés et comment, via votre partenariat, vous avez essayé d'y répondre. Donc, Ok, merci Victoria.
Thierry, on peut peut-être commencer je peux me présenter rapidement et Oui. plutôt témoigner de cette expérience Très qu'on a bien, le vas-y, plaisir Mathias. Ok, qu'on a le plaisir de partager. Je m'appelle Mathias Tenenaos et je suis le président de Forme et Sculpture. Forme et Sculpture, on fabrique de la PLV, donc des présentoirs, du matériel pour les points de vente, pour les maisons de luxe, donc les Cartier, Chanel, Dior, Guerlain, etc. Et finalement, on a un métier terrible quand on parle d'économie circulaire, puisqu'on achète de la matière, on la transforme, on la livre dans le monde entier pour que tout ça finisse dans nos poubelles. Donc on a un métier qui, par définition, est évidemment un massacre pour la planète. En revanche, on a la chance d'avoir des clients qui visent l'excellence et qui sont tout à fait concernés, qui donc nous poussent à trouver des solutions pour transformer finalement ce qu'on fabrique, qui est nécessaire dans leur business, en quelque chose de noble. Et on a la chance d'avoir Thierry Pétonnet, la boîte d'à côté, qui s'est installée dans la rue de notre usine de Bléré. Et on peut donc partager tout ce sujet d'économie circulaire, qui est donc, on a acheté de la matière, on a transformé en matériel, et ensuite, on va aller chercher dans les points de vente le matériel en fin de vie pour le rapatrier à Bléré et que Thierry s'occupe de le démanteler. Et après, Thierry, je te laisserai raconter ce que tu fais de la suite. Mais en tout cas, on partage là, on a la chance que Cartier nous ait confié une opération. Donc, on avait fabriqué du matériel il y a 4-5 ans, qui a été dans toute l'Europe. Et là, ils sont en train de récupérer ce matériel dans toute l'Europe pour le rapatrier sur le site de Bléré et pour que Thierry se charge de le démanteler. Merci Mathias pour cette première présentation. Et en effet, on récupère le matériel. L'idée, c'est de faire du démantèlement donc, sous deux formes. La première, c'est des objets multimatériaux. Donc, c'est de dissocier le plus possible les différents composants, les différents matériaux. Donc, on a de l'alu, de l'inox, du plastique, du carton, etc. Et un minimum d'envoyer les différents matériaux dans les différentes filières de recyclage et, si possible, d'essayer de récupérer ces matériaux pour les réutiliser. Quand vous avez un cadre métallique, ça peut être pertinent de récupérer ce cadre métallique pour en faire autre chose. Si demain on a du mobilier avec des roulettes, c'est de récupérer les roulettes qui peuvent resservir sur d'autres produits. Donc, chaque fois que l'on reçoit des meubles ou des présentoirs, on va commencer à regarder est-ce qu'il y a des composants qui sont réutilisables, qui sont en bon état et réutilisables, et auquel cas on commence à réfléchir avec Mathias à faire une composothèque qui pourrait être utilisée soit par Forme et Sculpture, soit par d'autres entreprises. Et lorsque les composants ne sont pas réutilisables, ils sont envoyés vers les différentes filières de matériaux pour être recyclés. Et ça, donc, c'est une activité qui peut se faire de façon ponctuelle ou régulière en fonction des arrivages ou en fonction des projets. Et l'avantage, c'est de pouvoir le faire à proximité de l'entreprise. Oui, parce il faut revenir, et ça reboucle avec ce que disait le monsieur de l'ADEME, on va détruire du matériel qui est en parfait état. C'est-à-dire que quand on récupère des meubles, on va avoir des LED avec des transformateurs qui ont très peu d'heures d'utilisation, des coulisses, l'exemple des roulettes. Donc on a tout un tas de matériel qui est en parfait état de fonctionnement, qui n'est pas usé, qui n'est pas en fin de vie du tout. Donc vraiment l'idée, jusqu'alors, c'était détruit. C'est vraiment d'aller récupérer ce matériel-là et de lui donner une seconde vie, comme une voiture d'occasion finalement, hein. Voilà. Et là, on commence le premier projet avec Cartier. L'idée aussi, c'est de se dire, c'est aujourd'hui, la proximité de nos deux entreprises fait qu'on est en train de travailler le modèle ensemble sur Bléré, donc on rapatrie tout sur Bléré. À terme, on peut imaginer qu'il y ait une autre BE à Dunkerque, une à Toulouse, une à Bordeaux et une à Rennes, par exemple, qui récupèrent le mobilier régional, qui éviterait du transport jusque... Alors, Bléré, on est au centre de la France, ça va, mais qui permettrait de réduire encore aussi les notions de coûts de transport pour être démantelés. Ouais.
Merci Thierry pour cette précision, elle est importante. Quand on travaille beaucoup sur les ACV, l'analyse du cycle de vie de nos produits. Il s'avère étonnamment que nos produits sont très consommateurs, mais la partie de transport est finalement assez faible. Ça peut sembler absurde de rapatrier des matériels d'Allemagne à Bléré pour le démanteler, mais finalement, ça reste bien plus positif, c'est-à-dire démanteler, recycler, récupérer les matériaux va largement être vertueux par rapport au transport qui peut sembler absurde sur le papier. Mais évidemment, si on arrive à déployer ce modèle et à tisser une toile d'araignée sur la France qui permet de récupérer au plus proche, c'est évidemment dans le bon sens. Vous parliez tous les deux du fait que le projet allait démarrer, donc avec Cartier. En termes de perspective, ça représente, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais en tonnage de meubles ou encore en emploi généré côté la boîte d'à côté, justement. On est sur quel type de volume? Je ne sais pas si on a mesuré là, Thierry, c'est plutôt à titre expérimental. Je ne sais pas si tu sais dire quel travail ça représente pour toi. Ben là, les premiers retours d'objets de quartier qu'on va avoir, ça va être 2 personnes pendant 10 jours. Et là, on n'est que sur une gamme de produits de quartier. Mais après, c'est toutes les opérations. Là, ça va nous permettre de tester comment on reçoit le matériel, sous quelle forme on le reçoit, la traçabilité également, qui est importante, puisqu'il faut rendre des comptes, je dirais, au gramme près à Cartier de ce que l'on fait de ces objets. Également, il y a quand c'est des pièces en aluminium, c'est pas trop un souci, mais lorsque l'on voit apparaître le logo Cartier, lui, il faut qu'il soit détruit pour qu'il ne se retrouve pas sur les marchés secondaires et être utilisé à des fins pas très légales. Donc, c'est aussi comment on regarde toutes les marques, tout ce qui identifie la marque Cartier doit être suffisamment détruit pour que ça ne puisse pas resservir. Donc, c'est tout ça que l'on va tester avec ce premier projet, avec les premières livraisons qui arrivent dans quelques jours. Très bien. Donc là, on est sur le territoire de Bléré. Maintenant, est-ce que les autres territoires présents, là je vois les binômes Mathilde Petit-Velasco et Lamine Coupa, si vous voulez continuer. Bonjour à tous. Je sais pas, Mathilde, tu veux commencer peut-être pour commencer la genèse du projet et puis moi je continue derrière si tu le souhaites. Ok, parfait. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Mathilde, ex-fondatrice de Somalté. Alors, Somalté, je l'ai créé avec mon associé en 2019. Ce sont des bols comestibles à base de drèche. Donc, la drèche, ce sont les céréales qu'on utilise pour faire de la bière et nous, on les revalorise dans nos bols. Et l'idée des bols, c'est que c'est une solution 2 en 1 qui remplace le pain des repas et fait office de bol. Et à la fin, plus de déchets puisqu'on a mangé notre bol. Voilà. Très, très simple en fin de compte comme idée. Il y a un an, avec mon associé, on a décidé d'arrêter l'entreprise pour des raisons personnelles. Mais moi, je souhaitais vraiment revendre le concept parce que je crois toujours dans nos bols. Et justement, c'est à ce moment-là que Sandrine, quand j'étais dans cette phase de recherche pour trouver un acheteur, qui m'a approchée. Et donc, je laisserai Sandrine expliquer pourquoi justement elle cherchait à développer un concept innovant. Mais en tout cas, pour ma part, pourquoi l'intérêt de ce partenariat avec Sandrine, c'est que en plus de revaloriser, d'aider des personnes en situation de handicap à travailler, j'ai créé Somalté avec de fortes valeurs écologiques et aussi de participer à l'économie circulaire. Et Sandrine, justement, était la parfaite candidate pour ça. Voilà, je te laisse, Sandrine.
Alors bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, moi je connais Mathilde de mon ancienne vie puisque j'étais, quand j'étais directrice, d'un ESAT, dans le Loiret. Nous avions commencé à travailler sur ce projet, puisque le modèle économique, de Mathilde et de ses collègues, c'était de faire travailler des personnes en situation de handicap, donc de sous-traiter la production, pour permettre à des personnes en situation de handicap un maintien à l'emploi ou de trouver un emploi. Et donc quand j'ai quitté, effectivement, mon poste de directrice, d'ESAT, j'ai contacté Mathilde parce que je souhaitais développer, cette activité, donc dans mon EBE, sachant, toutes les valeurs écologiques, économiques, sociétales, et puis, d'innovation que cela pouvait représenter. Sachant que, une entreprise à but d'emploi, ne devait développer, des projets, qui ne pouvaient pas, provoquer de la concurrence sur d'autres, soit structures d'insertion ou soit d'autres entreprises. C'est pour ça que j'avais décidé de travailler avec elle et donc effectivement, elle m'a annoncé qu'elle cédait, donc son projet, donc nous l'avons racheté. Nous sommes en phase, de formation avec, nos salariés. Nous avons trouvé un local, nous avons récupéré les bols. Nous allons commencer en fait, à faire, à apprendre comment, travailler la drèche et la proposer à des entreprises. Alors ce qui est génial, c'est que quand on commence à parler, de sauts maltais et qu'on commence à parler de vaisselle comestible, tout le monde est intéressé et j'ai, déjà d'autres projets derrière puisqu'en fait, j'ai été visiter, l'usine de Vuitton. Alors on est encore dans l'économie circulaire. Il y a une quinzaine de jours, j'ai été rencontrer, la responsable QHSE RSE avec, Nelly Dupont, la chef de projet TZCLD. On est allé rencontrer, la responsable dans le cadre de la récupération des cuirs. Parce qu'il faut savoir que Vuitton brûle tous les ans entre 5 et 6 tonnes de cuir. Donc et en parlant de ce potentiel projet, d'économie circulaire, donc de récupérer les cuirs, on s'est mis à parler de sauts maltais et donc Vuitton est très intéressé pour que nous développions en fait un système de bol avec couvercle. Voilà. Donc c'est vraiment une opportunité. On va être accompagné en plus, d'un point de vue technique, veille économique, veille, recherche et développement, recherche, aide, à la recherche de financement par, Food Val-de-Loire pendant 2 ans. Donc Food Val-de-Loire, c'est un incubateur, créé par, Village by CA, qui se trouve à Contres et qui est, spécialisé pour, les, petites startups, dédiées, à l'agroalimentaire. Et du coup, Food Val-de-Loire va nous accompagner dans toute la continuité de ce qui avait été commencé par Mathilde. On est en train, de travailler également avec, l'industriel qui avait commencé à travailler sur la conception d'une machine pour, automatiser autant que faire se peut, la fabrication, des bols. Voilà, donc c'est une forme vertueuse et très intéressante parce qu'on crée énormément de réseaux. Alors les difficultés que l'on a eues, et après je laisserai, Mathilde reprendre, le point si elle souhaite apporter des ajouts à mon discours. Les principales difficultés qu'on a eues en fait pour l'instant, ce sont les difficultés juridiques. Puisque, on ne pensait pas qu'il allait être aussi long de faire une cession, de recettes, de brevets, de bols. Donc ça, effectivement, ça a pris un certain temps, ce qui aura un impact forcément sur le développement économique de l'activité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que nos salariés sont très intéressés pour tester en fait et pour apprendre, un nouveau métier avec, une nouvelle matière. Alors, bah, dans les difficultés, moi, j'ajouterais peut-être les défis logistiques. Oui, Je ne m'attendais pas du tout. Enfin, oui, parce qu'en fait, les donc, nerfs, nous, les on nerfs. avait commencé à sous-traiter donc, notre production avec une ESAT basée à Nîmes. Et donc, bah, fallait plus que j'envoie donc les moules à Sandrine. Et au final, impossible de les envoyer avec Chronopost pendant
4 jours, impossible, donc j'ai dû passer avec quelqu'un d'autre, mais ça a été très long et très laborieux et à se tirer les cheveux. Voilà. Vraiment quelque chose par rapport au partenariat avec Sandrine, de manière un peu plus globale, c'est en fait la synergie qui peut se créer entre les startups et les EBE. Parce que la synergie, c'est que je pense que les startups ont la capacité à innover très rapidement, mais elles manquent parfois d'ancrage territorial. Et justement, les EBE ont plus d'ancrage territorial, ce qui rend les choses plus intéressantes, surtout pour la diffusion des concepts. Et aussi, ça rappelle ce que disait la personne là, de l'ADEME sur la notion de localisme de l'économie circulaire. Donc voilà, donc je pense que au-delà de Sandrine, enfin de Somalte et Yakablois, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire entre justement les startups qui sont souvent beaucoup plus urbaines et des entreprises, des EBE, qui sont plus ancrées dans le territoire. Voilà, donc ça, c'est plus une ouverture pour les participants d'aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Eh bien, très bien. Alors, vu que là, on est passé donc de Blois, Bléré, du centre, alors peut-être voir comment ça se passe entre Frédéric Maury, donc la belle initiative, et Recycle Livre, que je vous vois tous les deux. Non, là, je vois qui, Johan? J'ai pas vu Monsieur Maury, mais Non, idem. Alors, Frédéric. je peux quand même expliquer, mais c'est vrai que ce serait... Bon, s'il n'est pas là, je peux faire une partie du boulot. On peut commencer par Ouais. sinon on peut attendre de voir Frédéric. Ouais. Et on peut commencer avec Romain Delors. Donc là, on est plus en Auvergne et en Alpes, territoire de Val-de-Drôme. Et puis Jean-Charles Otajon, qui est donc son partenaire du groupe GPA. Bien. Bonjour à tous. Donc nous, Val d'Emploi, on est une entreprise à but d'emploi. On est installé, donc, comme on vient de le dire, dans la Drôme, à Livron-sur-Drôme. Aujourd'hui, on est 53 salariés. On a 3 filières autour de l'économie circulaire. La première, qui est effectivement un peu pourquoi un certain nombre d'entre vous nous connaissent, et qui aussi est à l'initiative du partenariat avec GPA, et donc Jean-Charles qui est à nos côtés aujourd'hui. C'est effectivement la création de couture autour des ceintures de sécurité, puisque GPA est un grand acteur du recyclage automobile, camions, motos et ainsi de suite, qui vous en parlera bien mieux que moi, sur notre territoire, qui est donc un des grands enjeux avec lesquels on s'est rencontrés, c'était que dans leur ligne et leur volonté de développer au maximum le réemploi et le recyclage de tout ce qui démontait sur les véhicules, les ceintures, c'était quelque chose qui était un petit peu pas trop utilisé. Et donc, ça a été un peu la base de notre travail. Et donc là, sur le doc que je partage avec vous, on voit un petit peu les éléments de couture que ça nous a permis de mettre en place. Aujourd'hui, on est en train de développer cette gamme-là, à la fois par rapport à la technicité qu'apportent les ceintures, mais aussi par rapport à l'esthétisme et de trouver le bon endroit et les bons canaux pour pouvoir le vendre. Et donc, on a développé tout un tas de prototypes. On est aussi présent sur tout un travail autour du développement de la filière textile, dans laquelle nous, dans le cadre d'un financement territoire d'innovation, et avec un certain nombre de partenaires de notre vallée, on travaille sur la question du recyclage et du réemploi textile. Une partie réemploi avec des lignes de reconditionnement pour faire de la blanchisserie, de la réparation, de l'upcycling, avec la volonté de réutiliser le textile en tant que textile, à la fois dans la vente de nos magasins, mais aussi dans le développement d'une friperie professionnelle. On travaille aussi sur tout ce qui est la question du délissage, en lien avec les questions de réparation, pour développer une mercerie seconde main. Et puis, on a aussi l'appui au développement sur une dimension recyclage, quand vraiment on n'arrive pas à réemployer le textile en tant que tel, puisque c'est vraiment la meilleure façon de le valoriser, mais quand ce n'était pas possible,
on essaie de trouver d'autres solutions avec un centre de préparation où là, on vient en appui d'une usine de chiffon en Isère, donc pas si loin que ça chez nous. Et à l'échelle du textile, c'est rien du tout, puisque le textile est quelque chose qui navigue internationalement. Et donc, on arrive à trouver des solutions de réemploi, de recyclage à moins de 500 km, c'est juste la fête. Et on développe effectivement, et ça fait aussi le lien avec ce qui a pu être dit un petit peu avant par Somalté, avec un maximum d'acteurs, d'entrepreneurs et de startups qui essaient de développer des solutions pour réutiliser les matières textiles pour en faire autre chose, mais qui ont des besoins d'approvisionnement, des besoins de tests. Et dans cet état d'esprit-là, puisque notre objectif principal, c'est d'essayer de limiter au maximum l'exportation du textile. Donc, on revient aussi sur les questions de trouver des solutions de filière au niveau local. Donc, nous, local, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et c'est déjà sur le textile beaucoup. Et donc là, de pouvoir fournir de la matière. Et donc, pour ça, nous, on a besoin et on met en place une centre de préparation, de massification. Et on travaille dans ce cadre-là avec le réseau des ressourceries et la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Voilà. Et l'autre filière dans laquelle on est impliqué, mais là aussi avec tout un tas d'autres partenaires, et on retrouve nos camarades de GPA, donc ça permet de boucler la boucle, mais pas que, puisque effectivement, on fait partie d'une filière qui nous a pas attendu, mais qui s'est mis en place et dans laquelle on vient d'être un maillon de la chaîne de la filière plastique, avec l'enjeu d'essayer d'expérimenter le recyclage plastique à l'échelle d'une vallée, avec les métiers de collecte qui s'appuient effectivement sur des ressourceries, des matériaux tech et sur le lien avec des entreprises locales qui ne savent pas quoi faire de leurs déchets plastiques, de leurs matières plastiques. Ensuite, on a une unité de traitement qui est de déchiquetage et de broyage, qui est un de nos partenaires, une entreprise d'insertion qui le fait sur notre territoire. Et ensuite, on cherche à vendre effectivement ce broyat avant tout vers des entreprises locales, et donc notamment un des grands partenaires, c'est une Fabunit, en faire des plaques plastiques qui vont permettre de faire des meubles et du mobilier, de le revendre à des cuisinistes et ainsi de suite. Effectivement, notre exemple d'utilisation, parce qu'on est quand même dans la Drôme et proche de l'Ardèche, c'est passer du canoë à la plaque. Voilà, et puis on retrouve tout un tas d'acteurs autour de nous sur tous ces volets-là pour leur permettre d'expérimenter, de tester cette filière-là. Voilà en quelques mots nos engagements. Je ne sais pas si Jean-Charles, tu veux ajouter effectivement quelques éléments dans ce partenariat. Alors, sur le partenariat à proprement parler, j'ai pas grand-chose à rajouter. Tu as fait une présentation qui était très complète. Simplement pour dire qu'effectivement, avec GPA, c'était quelque chose qui nous semblait assez naturel en fait de poursuivre en fait la philosophie de l'entreprise. GPA, c'est une entreprise de recyclage automobile qui est en fait une entreprise familiale depuis 1962 et qui faisait naturellement en fait de l'économie circulaire dès le départ en collectant des déchets, des pots de lapin, etc., puis après des véhicules pour faire autre chose et notamment maintenant de la pièce de réemploi. Et en fait, ça nous paraissait effectivement dommageable de passer à côté de la valorisation et de la réutilisation de certains composants des véhicules qu'on recyclait. Et c'est vrai que les outils de sécurité ne sont pas forcément les plus recyclables. Et il se trouve que on avait à proximité cette opportunité pour réutiliser les ceintures de sécurité, en faire quelque chose de pertinent et quelque chose qui, en plus, socialement, avait de l'intérêt sur notre territoire. Et quand une entreprise a compris que ça devait aller au-delà de la simple activité économique pour avoir un rôle social et sociétal, là en fait toutes les planètes étaient alignées pour qu'on ait un bon partenariat, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'implique pleinement dans Val d'Emploi et qu'on ira plus loin dans le partenariat tant qu'on pourra le faire. Merci beaucoup à vous deux. Là, ça y est, on a... Frédéric est arrivé. Tu peux lever ta main, peut-être, pour que tu puisses apparaître en haut de l'écran. Voilà. Non, ta main virtuelle, il faut que tu ta puisses main virtuelle en haut de... Entre-temps, alors... C'est bon. Donc, on va pouvoir commencer sur ce partenariat autour du livre. Alors, on vous laisse la parole, Christophe, et
Johan. Non, pas Christophe, c'est Frédéric. Bonjour tout le monde. Pardon. Bon, bonjour tout le monde. Excusez-moi pour le retard, on est à fond. C'est bon, tout le monde m'entend? C'est parfait. Donc nous, la belle initiative donc sur le territoire de Thaon-les-Vosges, dans les Vosges, on a mis en place assez rapidement un partenariat avec Recycle Livre parce que on a une librairie de livres de seconde vie, hein, de seconde main. Et ça nous a semblé un peu naturel de partir avec Recycle Livre pour la simple et bonne raison que sur ce type d'activité que sont les librairies de deuxième vie, on a des flux d'entrée qui sont plus importants que nos flux de sortie, déjà. Hein, et que on est aussi sur une démarche sociale et solidaire, comme toutes les EBE, et que Recycle Livre est dans cette démarche sociale, solidaire et écologique. Donc pour nous, c'est un partenaire naturel que d'aller vers Recycle Livre, qui travaille déjà sur notre territoire avec d'autres associations telles que AMI, hein, entre autres. Donc, il peut y avoir aussi un système de massification vis-à-vis de notre collègue de l'IAE qui est AMI, et on a aussi profité de cette démarche-là. C'est-à-dire que ça ne sert à rien que chaque entité stocke de son côté. Nous, on envoie après nos palettes de livres vers AMI qui, eux, après, réorientent vers Recycle Livre. Donc, c'est sur notre territoire assez simple de travailler avec Recycle Livre aussi. Hein, il y a un système de facilité de travail. Donc, on est vraiment parti sur ces partenariats. Et puis, accessoirement, ça renforce à minima un peu notre petit modèle économique aussi, hein. Voilà, il y a une petite rentrée d'argent qu'il faut aussi reconnaître. Et le rapport entre le travail que ça nous mène en plus, Recycle Livre, et puis la rentrée d'argent, il n'y a aucun problème. Et dernier avantage qu'on y a vu aussi, ça nous a permis aussi de nous structurer aussi de notre côté. Hein. Donc, on a la librairie de la belle initiative, et ça nous permet de réfléchir sur le type d'ouvrage que nous avons. Et Quentin, qui s'occupe de Recycle Livre, du coup, et de la librairie, réfléchit sur qu'est-ce qu'on fait de chaque ouvrage. Donc, ça nous permet de structurer un peu notre pensée. Voilà globalement, en chapeau, ce que je pouvais vous dire. Voilà, merci. Peut-être pour répondre à la question qui a été mise dans le chat de Christophe de Valenciennes, est-ce que les uns et les autres, alors côté Béré, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez préciser à la fois ce que ça crée, enfin, la contribution des EBE dans cette économie circulaire, ce que ça crée en termes de postes, les investissements éventuellement nécessaires pour vos différentes activités? Qui se le jette? Alors, en termes d'investissement, moi, je peux dire c'est vraiment minime, hein. Je pense qu'on a tous déjà un PC. Il faut juste investir sur une douchette. Je crois que l'investissement, ça dépasse pas 50 € maximum. Et Pardon? Et puis oui, c'était un peu dans mon chapeau le stockage, c'est-à-dire que dès qu'on a une palette d'une vingtaine de cartons, d'une trentaine de cartons, on la fait partir à mine. Donc ça prend pas plus la place d'une palette Europe 80-120.
Donc, en termes de place, c'est très minime. Si on parlait de création nette d'emplois, ça ne crée pas un emploi. C'est une occupation complémentaire à notre collègue Quentin. Et je dirais plus, mais moi, je vois plus en termes de montée de compétences. C'est-à-dire que ça lui apprend plus à gérer un stock et ça lui apprend plus à utiliser tout ce qui est système d'information, douchette, code barre et des choses comme ça. Je laisse Joanne. Juste en complément de ce qui a été dit, donc Recyclif, c'est un site internet de vente de livres d'occasion. Aujourd'hui, on est le premier revendeur français de vente de livres d'occasion. C'est 3 millions de livres collectés chaque année, 700 000 lecteurs qui nous achètent des livres chaque année. Et notre idée, c'est de mettre en place des partenariats avec des structures comme les vôtres en France et en Belgique, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques structures belges autour d'un partenariat rémunérateur autour de la reprise des bouquins. Donc, l'idée, c'est si vous avez une activité de collecte de livres ou vous souhaitez en lancer une, on peut vous accompagner sur la mise en place de cette activité et on peut vous proposer une rémunération sur une partie des livres que vous collectez en plus de vos propres activités de vente en boutique, de vente à des professionnels, de vente au recyclage ou autre dessus. Donc, il est tout à fait possible qu'après, effectivement, c'est un outil qui est simple, accessible à tout le monde en termes de traitement. C'est-à-dire, vous scannez, il y a une réponse avec un code couleur, un picto et un mot. Ou même quelqu'un qui a des difficultés de lecture reconnaît au picto ou à la couleur ce qu'il doit faire avec le livre. Et c'est toute l'idée de ce type de partenariat, c'était d'apporter des outils simples, tout en ayant pour nous la possibilité d'avoir des nouvelles sources de collecte de livres sur des territoires sur lesquels nous ne sommes pas, et sans avoir à chercher des prestataires, on va dire, ordinaires, et justement en permettant à des gens peut-être un peu éloignés du livre ou de l'emploi et des gens issus de l'inclusion et de l'handicap, de pouvoir leur permettre d'avoir des outils simples de traitement et de logistique. Voilà. Je vous laisserai un petit lien Calendly en chat si vous souhaitez en savoir plus pour prendre rendez-vous. Merci. Peut-être que sur cette question de la contribution de l'EBE dans l'économie circulaire, côté Val d'Emploi, vous pourriez répondre à la question de Christophe? Ouais, volontiers. Effectivement, chez nous, 53 salariés, on a plus ça permet à plus de 20 personnes de travailler sur ces activités-là. Ce qui est intéressant, ce qui avait été dit par d'autres acteurs avant, c'est que la force des entreprises à but d'emploi, c'est la polyactivité aussi. Et les tâches, effectivement, autour du réemploi et du recyclage peuvent être très vite redondantes, parce que finalement, faire du tri textile, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique. On peut rendre le truc sympathique avec de la musique, avec un esprit d'équipe, mais ça reste des tables de tri à faire. Et donc, la force d'une EBE, c'est de pouvoir effectivement permettre que les gens évoluent de poste et de faire du tri à un moment donné, mais à un autre moment du maraîchage et à un autre moment et ainsi de suite. Donc, en fait, chez nous, à un moment donné, tout le monde, parce que c'est quand même assez central dans le schéma que je vous avais présenté, la question du réemploi et du recyclage chez nous, ça permet finalement presque nos 50 salariés à un moment donné, ils contribuent dans la dimension logistique, dans la dimension de tri, dans la dimension organisationnelle et ainsi de suite, construction et des espaces et ainsi de suite. Donc c'est vrai que ça, c'est une vraie force de travailler sur ces filières-là, parce que ça a été dit aussi, mais je le rappelle, et chez nous, c'est aussi l'intérêt de pourquoi on est dedans, c'est aussi parce que ça permet d'avoir des postes avec des niveaux de compétences et des niveaux d'accessibilité très différents. Et donc, que chacun puisse prendre part à un projet commun d'entreprise, c'est aussi fort en termes de portage collectif et ça a fort intérêt, quoi. Et c'est pour ça que se dire du textile jusqu'à la boutique ou du déchet plastique qui ne sert plus à une nouvelle plaque qui peut faire un nouveau meuble, le fait de contribuer à ça et de le voir physiquement sur son territoire, ça a quand même une vraie force et c'est ça qui est fort. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est très centré là-dedans, mais aussi parce qu'il y a effectivement des partenaires, tout un tas de partenaires d'entreprises et de collectivités qui nous soutenaient, voilà, dans cet esprit-là, on va y venir peut-être un peu plus tard, mais c'est aussi un enjeu très fort. Et nous, on a fortement ce soutien-là, donc ça contribue aussi fort. Et sur les investissements, ça a joué, puisqu'effectivement, il y a des investissements importants, que ce soit pour arriver à massifier, parce que l'enjeu du réemploi et du recyclage, c'est la question de la massification, c'est faire du volume.
sans volume, vous avez peu d'impact économique. Vous avez un impact visuel, vous faites quelques kilos, quelques tonnes. Mais si on veut arriver à quelque chose qui a vraiment un impact, il faut faire du volume. Et faire du volume, c'est s'outiller, c'est investir dans des machines et ainsi de suite. Et des postes de travail adaptés aux contraintes de chacun et de chacune, quoi. Donc, tout ça, effectivement, voilà, ça demande des investissements. Mais c'est là que les partenaires financiers, collectivités, fondations peuvent intervenir, que l'ADEME intervient aussi. Nous, je l'ai dit tout à l'heure, dans le cadre d'un territoire d'innovation, donc il y a aussi des financements d'État sur le sujet. C'est aussi tous ces montages-là, parce que ce qu'on n'a pas encore parlé, c'est du modèle économique. Aujourd'hui, les modèles économiques qui sont très difficiles de trouver de la marge là-dessus. Et donc, l'enjeu, il est aussi dans cet enjeu partenariat-là, d'y trouver des modèles, surtout si on veut travailler à des échelles locales, puisque on en revient, il faut du volume pour faire un petit peu de marge, mais si on est au niveau local, le volume est plus complexe à trouver. Et donc, c'est là qu'on construit entre les intérêts des uns et des autres un équilibre, quoi. Voilà, ça permet d'un peu mieux répondre à cette question-là. Et j'ai vu la question qui sortait, on est où? On est dans la Drôme, à Livron, sur la 7, en dessous de Valence, quand vous descendez au sud. Très bien. Est-ce que jusque-là, il y aurait des questions pour nos intervenants, intervenantes? Donc, cette première partie sur la question d'opportunité, de création d'emplois, de challenge pour répondre à des besoins identifiés, des coopérations. Alors oui, là je vois, il y a une main qui ne fait pas partie des participants, Valérie Château. Bonjour. Merci beaucoup pour tous ces exemples hyper intéressants. Et on voit que vous êtes motivés sur ces sujets-là, c'est passionnant. Moi, j'ai une petite question à tous les tous les participants, mais tous les personnes qui justement ont initié ces projets dans les EBE. Est-ce que vous avez appris au fur et à mesure, justement en saisissant les opportunités, ou est-ce que c'est des sujets qui étaient déjà, sur lesquels vous étiez déjà sensibilisés, ou sur lesquels vous aviez déjà travaillé, ou pour lesquels vous aviez eu une formation, où vous avez été sensibilisé, ou est-ce que c'est en nouant les partenariats que petit à petit vous avez avancé? Voilà. Ma question n'est pas anodine, c'est parce que personnellement, j'ai suivi une formation sur le sujet de la transition écologique et je sais qu'elle est très complexe, et notamment l'économie circulaire, c'est très vaste. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que les projets sont quand même assez nombreux. Voilà. Moi, je peux répondre parce que, en fait, c'est les deux. C'est les deux parce que si on regarde, par exemple, l'exemple saut maltais, c'est quelque chose qu'on connaissait bien et le hasard a fait que j'ai appelé Mathilde au bon moment, mais c'est quelque chose que je connaissais avant parce que je l'avais testé avec mes travailleurs en situation de handicap avant. Et puis, des opportunités puisque c'est en démontant les palettes qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des meubles en bois de palette et que ça plaisait et que les gens les achetaient. C'est en récupérant des vêtements abîmés qu'on s'est rendu compte que ces vêtements, on pouvait les transformer en sacs, en pochettes, en tout ce qu'on voulait, et qu'on a créé un atelier couture et qu'on a formé des gens à la couture et qu'aujourd'hui on a un atelier couture. C'est en ayant l'opportunité d'aller rencontrer Vuitton, parce que personne, Vuitton, donc l'entreprise Vuitton appelait toutes les structures d'insertion, toutes les ressourceries. Personne ne voulait aller chercher les cuirs. Nous, on s'est présenté et c'est vraiment par là qu'on a commencé à réfléchir. Et c'est vraiment les deux aspects. Et puis, nous, on a pris à l'EBE de l'entreprise Yaka Blois. À Blois, on a aussi pris l'opportunité d'une personne bénévole. Donc, on a des bénévoles qui viennent chez nous. Donc, on a une convention de bénévolat qui est vraiment très stricte sur des aspects bien particuliers. Cette bénévole vient 5 heures dans le mois travailler sur l'économie circulaire, le recyclage des déchets, et on travaille avec la ressourcerie des Bonnes Manières et Emmaüs et une entreprise de BTP sur la récupération de la vaisselle en porcelaine et en terre cuite
pour qu'elle soit recyclée en ciment. Mais c'est l'opportunité qui a fait que quelqu'un en a parlé, voilà. Donc, en fait, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est d'être à l'affût de toutes les opportunités qu'il peut y avoir. De toute façon, celles qui sont bonnes en général, c'est celles-là qu'on retient et c'est sur celles-là que on peut effectivement construire quelque chose de concret. Moi, je rajouterais quelque chose par rapport à ça, sur, comme là, tu dis, être à l'affût des opportunités. Je pense que c'est aussi se poser des questions sur en fait les filières, sur les objets enfin, nos biens de consommation. Parce que par exemple, nous, quand on a commencé Saumalté, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était la drèche. Moi, c'est vrai, je ne m'étais jamais posé la question de comment on fait une bière et qu'est-ce qu'ils faisaient ensuite des céréales après. Et c'est en participant en fait à un concours autour de la revalorisation de la drèche où là, on a commencé à se poser la question, bah, en fait, qu'est-ce qu'on fait de cette drèche? Et donc, nous, on est parti sur les bols comestibles parce qu'on avait entendu dire comme quoi certains en faisaient des crackers avec la drèche et on s'est dit: «Ah bah, des crackers, bah, c'est bon, enfin, c'est suffisamment résistant, pourquoi pas lui donner une forme juste différente, pour en faire en fait un crackers, ball?» Donc je pense, voilà, vraiment se poser des questions sur les filières et les biens qui nous entourent. Et là, il y a des opportunités, je pense, qui peuvent émerger. Alors, est-ce que pour Thierry, Romain, vous voulez bien répondre à la question? Un problème de connexion. Ah, on est bloqué. Nous, on a un problème de connexion? Si, on va... Aujourd'hui, vous faites de Saumalté. Vous leur avez donné le moulage et c'est l'EBE qui fabrique aujourd'hui, c'est ça? Voilà, donc en fait, on est en phase de... Là, on a récupéré tous les bols en inox. En fait, on les a rachetés. En rachetant en fait l'ensemble du projet, on a racheté les bols et donc on a trouvé un local qui est un laboratoire qui va nous permettre de fabriquer, de préparer la pâte et de la fabriquer. Mais ça veut dire qu'il faut former nos salariés aux formations HACCP. Donc Mathilde va venir 3 jours pour former nos salariés à comprendre comment on fabrique, etc. On a la chance d'avoir la personne qui nous loue le bâtiment, elle nous laisse tout le matériel et surtout le four à 15 étages, à 15 grilles, c'est quand même un truc, enfin, on pourrait même pas se le payer. Et puis, effectivement, on va commencer comme ça. L'avantage que j'ai, c'est que moi, je l'ai déjà fait avec mes travailleurs. Donc, j'ai déjà commencé à travailler sur la fabrication, la mise en place de la pâte sur le moule, la cuisson, la tenue, puisque ça peut accueillir du chaud, du froid, de la glace, des plats en sauce, etc. Donc, on a déjà fait tous ces tests-là. Et donc, on va travailler en mode artisanal pendant un moment, mais l'objectif, c'est d'investir dans une machine qui va nous permettre d'augmenter la cadence, donc d'augmenter le nombre de salariés et donc d'augmenter le chiffre d'affaires. Parce qu'on est quand même une entreprise, on doit quand même générer un peu de chiffre d'affaires. Voilà, c'est ma stratégie en fait. On était sur la question des activités développées au fur et à mesure par opportunité, etc. Alors, si les autres intervenants veulent bien nous parler de leur expérience. Oui, ben nous, pour Val d'Emploi, c'est quelque chose qui avait été travaillé bien en amont de l'ouverture de l'EBE, puisque dans le travail préliminaire, nous, il y a eu 4 ans de travail sur le territoire autour des aspirations et des volontés des salariés, mais aussi des opportunités d'activité. L'activité autour d'une ressourcerie qui est quand même centrale dans notre travail aujourd'hui, multifilière, était posée depuis le démarrage, et donc cette question du réemploi et du recyclage était au cœur des initiatives et des volontés des futurs travailleurs de Val d'Emploi. Donc,
à la base, il y a quand même quelque chose de très préparé et de cadré. Et après, les filières qui en sont contribuées ou qui sont développées, que j'ai un peu plus présentées, sont venues face aux opportunités que ça a pu générer, quoi. Une rencontre avec GPA s'est faite en disant, bon, et sur quoi on pourrait travailler en termes de matière? La question de se dire, ah bah tiens, les ceintures, c'est peut-être une bonne chose parce que bah, dans les travailleurs, il y a beaucoup de travailleuses, il y a un certain nombre qui veulent travailler la question de la couture. On a des compétences là-dessus, on a une envie. Et même avant que le BE existe, certaines couturières avaient déjà fait des pré-modèles avec des ceintures. Donc c'est aussi toujours le principe de base d'une entreprise à but d'emploi dans l'écoute des aspirations des salariés en lien avec les besoins de son territoire. Donc, c'est ça que ça a initié. Aujourd'hui, par exemple, autour du textile, ben, c'est parce qu'au sein de la ressourcerie, il y a un volume textile qui est de plus en plus important, qu'on s'est rendu compte qu'il y a des aspirations des salariés actuels et futurs qui vont dans ce sens-là, que ça permet effectivement une intégration et un travail le plus large possible et partagé. Donc, c'est aussi cette dimension d'opportunité dans cette continuité-là. Le plastique, c'est quelque chose qui a été bien travaillé en amont de l'entreprise à but d'emploi, dans laquelle notre collectivité était très impliquée, la communauté de communes du Val-de-Drôme, et dans laquelle ça avait été effectivement réfléchi que l'entreprise à but d'emploi allait devenir un maillon, et c'est ce qui s'est réalisé. Et aujourd'hui, les enjeux de continuité sont posés de cette manière-là, quoi. Voilà un peu pour étayer un peu comment ça se passe dans la réalité entre effectivement quelque chose qui est une force initiale, mais aussi des opportunités et des aspirations des travailleurs et travailleuses chez nous, quoi. Voilà. Alors sur Bléré, nous, c'était le démantèlement n'était pas forcément prévu au départ. Donc on avait trois activités qui sont le maraîchage, la ressourcerie et la conciergerie, donc le service auprès des entreprises et des particuliers. Et en fait, quand vous avez une ressourcerie, naturellement, le démantèlement se met en place pour la valorisation des objets que vous ne pouvez pas vendre. Donc trier la ferraille, l'alu, etc. Et en rencontrant les différentes entreprises, dont Mathias qui s'excuse, qui a dû nous quitter parce qu'il avait un autre rendez-vous, très vite c'est venu, j'ai évoqué qu'on triait les déchets et il nous a dit, mais ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Nous, les clients nous demandent de le faire et c'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est d'inventer, c'est d'imaginer, c'est de fabriquer des meubles, des présentoirs et tout. Mais notre cœur de métier, c'est pas le démantèlement. Et voilà comment est né ce projet de travailler ensemble. Et de fil en aiguille, on a bâti ce projet-là au départ sur le démantèlement et progressivement, on en est arrivé sur cette idée de faire une composothèque pour pouvoir demain revendre des objets, des composants d'occasion. Voilà, donc c'est de l'échange. Plus on discute, plus on rencontre des acteurs du terrain, je crois, plus ça amène aussi, et pas se mettre de boîte noire, c'est-à-dire pas se dire c'est pas possible, c'est que chaque fois qu'on évoque un sujet, c'est de se dire pourquoi pas. Et le pourquoi pas peut se terminer par non, mais s'il n'y a pas un pourquoi pas, ça se termine jamais par un oui. Voilà. Et c'est peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner, moi, c'est de parler avec les différentes entreprises dans le secteur. Et ce que disait Bois, c'est ce que disaient d'autres territoires, ça commence par un pourquoi pas. Voilà. Eh bien, dans le fil du pourquoi pas, on s'interrogeait sur plusieurs questions, enfin sur plusieurs points. Donc là, on a beaucoup parlé de la coopération nécessaire, de ce besoin de mutualiser aussi avec d'autres partenaires pour venir construire, commencer ou abonder dans des filières qui existent ou carrément proposer la configuration. On parlait sur voilà, ce que ces coopérations, partenariats venaient faire en termes de transfert des compétences, des équilibres aussi, des modèles économiques qui est assez difficile, on le sait tous et toutes. Et dans tout ça, les rôles du public, donc on part du territoire, donc il y a des acteurs publics du territoire, quel soutien, quel accompagnement, quelle synergie aussi quand on imagine de travailler sur des questions comme l'économie circulaire qui sont avant tout des enjeux locaux.
donc qui doit aussi intéresser le maire, la maire, les collectivités territoriales dans tous les sens, hein, que ce soit les mairies, les départements, les régions, et j'en passe. Comment tout ça s'articule? Quand on est dans un pourquoi pas, on va développer ça, on identifie les partenaires, on sait qu'on peut avancer dans la réflexion, dans sa mise en place. Quel rôle pour, entre guillemets, les politiques dans l'accompagnement des développements et les soutiens des actions que vous menez, vous? Alors moi, je vois que Séverine Juban de la communauté de communes et Nathalie Montoni, notre élue, est là. Donc je pense que ça serait intéressant qu'ils puissent contribuer de leur endroit, effectivement, à cette discussion, puisqu'ils ont été très porteurs et ils sont très porteurs, l'une et l'autre à leur échelle, de ce travail-là autour de Val d'Emploi et les réflexions autour des différentes filières. Je ne sais pas si elles peuvent participer, mais… Bah, elle peut, avec plaisir. Séverine, si tu veux bien prendre la parole. Oui, je veux bien prendre la parole. Bonjour. Alors, sauf si Nathalie, vous voulez intervenir. Non, ok. Qu'est-ce que je peux rajouter? Romain l'a dit juste avant. Effectivement, il y avait un certain nombre d'activités qui sont aujourd'hui celles de l'EPE, qui avaient été imaginées par la communauté de communes notamment et par l'ensemble des partenaires. Il a parlé du projet Paillettes, il a parlé aussi de la ressourcerie. Effectivement, dans le cadre de la préparation de la candidature, on avait mené une étude de faisabilité sur ce sujet. On était parti des appétences, des envies des volontaires à ce moment-là pour lancer ce travail. On t'entend un peu haché, une voix un peu comme si tu étais dans une vague. Mais c'est parce que j'ai pas une très bonne connexion en fait. Ça va mieux là. Donc je peux difficilement faire mieux. Ah bah, mais là on t'entend mieux. Ah, ok. Donc j'ai rapproché le micro. À quel moment je reprends? Au moment où voilà, il y avait tout un travail qui était en lien aussi avec l'identification des besoins et les compétences aussi des personnes privées de Val d'Emploi. Tu en étais là. Voilà, j'en étais là. Donc, on avait fait une étude de faisabilité sur la question de la ressourcerie. Effectivement, il y a un travail qui se continue aujourd'hui avec Val d'Emploi et la collectivité dans ses différentes compétences. Donc là, on a plutôt parlé du lien avec le service gestion des déchets sur la ressourcerie, puisqu'il y a aussi un partenariat où il y a un lieu de collecte dans la déchetterie pour la ressourcerie. Il y a aussi, alors c'est transition écologique aussi dans un autre mode de faire, mais de comment on vit mieux demain dans notre territoire, puisqu'il y a un partenariat avec le service mobilité. En fait, il y a des liens qui sont construits avec les différents services qui vont permettre à Val d'Emploi d'avancer sur ces questions de transition écologique et de faire lien avec les autres acteurs du territoire. Pour certaines des actions, il y a des soutiens financiers du coup, et éventuellement des prestations qui vont pouvoir permettre à Val d'Emploi de travailler. Voilà, c'était ta question, c'était le soutien des acteurs publics. Voilà, je crois qu'il y a un vrai soutien sur l'identification. L'ADEME le disait tout à l'heure, nous, on est un territoire TEPOS. On est aussi donc engagé dans un territoire d'innovation à l'échelle de l'ensemble de la vallée de nos 3 intercommunalités. Donc, il y a aussi une dynamique dans le territoire qui permet de trouver des espaces qui viennent répondre à la fois à des appétences, compétences des volontaires, à la fois les futurs salariés, à la fois une montée en compétences possible. Voilà. Comment ça se passe pour les autres territoires, Méré, Blois, Thaon? Alors, une chose importante, c'est que je pense qu'on ne peut rien faire sans l'implication des partenaires et des collectivités locales.
Dans le domaine de réemploi, réutilisation, recyclage, un des acteurs essentiels pour nous, alors sur les Vosges, c'est le SICOVAD, c'est l'acteur c'est le gestionnaire des déchets au niveau local. Et sans lui, on ne peut pas travailler, je pense, sur le réemploi, sur la diminution de notre impact sur la planète. On se doit de travailler avec eux et, 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 et le SICOVAD travaille avec nous sur des projets qui vont pouvoir aboutir, je pense, sur de la création d'emplois, entre autres aussi. Hein, que ce soit sur les déchets verts, qui est une obligation depuis le 1er janvier de cette année. On est en train de travailler avec eux aussi là-dessus. Donc, sur tous ces domaines-là, c'est essentiel sur notre territoire. Thierry, à Bléré? Alors, oui, à Bléré, enfin, je pense que c'est pareil dans toutes les EBE, il faut des salariés qui déjà ont de l'intérêt pour le projet et il faut de la place. En fonction de différentes activités qu'on veut mettre en place. Ça, c'est un vrai sujet. Nous, il y a du démantèlement, on en ferait sur des dimensions, enfin, sur des quantités beaucoup plus volumineuses, mais on n'est pas forcément toute la place qui va bien. Donc, il faut aussi voir en fonction des locaux dont on dispose. Et ensuite, on peut avoir besoin d'investissement en fonction. Alors, là, ici, sur notre démantèlement, nous, c'est relativement simple en termes d'investissement. On peut aller sur des choses plus complexes. Quand on regarde sur bois, il faut acheter du matériel. Donc là, il faut trouver des partenaires qui sont prêts à nous aider. Et pour nos amis des EBE, pour info, moi, sur les investissements, je vais voir les fondations. Les fondations financent plus facilement des investissements que du fonctionnement. Donc, et en plus, il y a des beaux projets derrière quand vous amenez, que vous créez des emplois autour d'une activité comme le démantèlement, donc qui a une dimension environnementale. Et du coup, on associe de l'environnemental, du local, du social. Enfin, on a les trois cartes réunies pour raconter une belle histoire auprès de financiers et ça facilite la démarche. C'est la même chose pour les banques, c'est plus facile de venir les voir avec un projet environnemental. Ça passe beaucoup mieux aujourd'hui que de faire un truc qui pollue, quoi. Donc ça, il y a aussi ce critère-là à prendre en considération. Et puis après, bah, c'est la construction du modèle économique. C'est une chose de vouloir faire bio, local, social. Il faut aussi qu'on en vive un petit peu. Voilà. Ça, c'est, je pense, la question qui revient de façon récurrente. Hein. Je pense que dans la présentation de M. Guastavy, il a aussi parlé de la question du modèle économique et de la difficulté que ces activités ont pour l'instant à pouvoir trouver un équilibre. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? Oui, Thierry. Pardon, juste pour ajouter sur le modèle économique, il y a un point qui n'est pas négligeable, c'est que, moi je le vois avec nos amis quartiers, etc., c'est qu'ils sont ils ont une volonté d'être dans les RSE, et donc il y a aussi on apporte une réponse à leurs besoins. Donc de toute façon, le coût économique est déjà présent pour ces entreprises, c'est juste qu'on leur facilite la vie, on leur apporte une réponse. On est en train de travailler, nous également, sur les petites entreprises de bléré, donc les artisans, etc., qui aujourd'hui ont des déchets quand ils reçoivent du matériau, des chutes, etc., qu'il faut qu'ils emmènent à la déchetterie. Ça représente un coût aussi. Le temps que je passe à aller à la déchetterie, ça les embête, ça mobilise des gaz, ça mobilise du véhicule, etc. Donc, on est en train de faire une enquête auprès de ces entreprises pour leur dire combien ça vous coûte aujourd'hui ces déchets. Et si nous, on vous faisait la prestation, on vous fait gagner du temps, on peut vous faire gagner de l'argent aussi. Donc, le modèle se construit aussi par ça. C'est à l'inverse, c'est combien ça coûte aux entreprises aujourd'hui. Donc, on a la marge de manœuvre pour aller chercher l'économie. Moi, je m'interroge, là on a un peu la vision du lien avec les collectivités, les politiques en termes des entreprises à but d'emploi, mais pour les autres partenaires,
je ne sais pas, je pense à, bon, Forme et Sculpture a dû partir, mais pour tout ce qui est de son maltais, par exemple, hein, même si aujourd'hui, voilà, c'est délégué, mais pendant la création, la conception, la mise en place, est-ce que il y a un accompagnement? Pas du tout. Idem pour Recycle Livre. Comment ça s'organise aussi à votre niveau? Pour Somalté, je pense que ça aussi, c'est peut-être un avantage pour les startups, en plus en zone urbaine, c'est qu'on est pas mal, il y a pas mal d'accompagnement pour tout ce qui est innovation. Nous, on a été incubés à Paris, chez Paris Co, Smart Food, donc un incubateur spécialisé dans tout ce qui est food tech. On a aussi bénéficié d'un accompagnement à la ruche. Voilà, et donc on a aussi eu une bourse de la BPI pour l'innovation. Donc non, je pense qu'il y a énormément de choses en France pour aider les startups en termes d'accompagnement, en termes de ressources. Il y a aussi la CCI. Donc voilà, je peux pas, enfin je sais pas en tout cas pour les EBE, mais en tout cas c'est vrai qu'en milieu urbain, il y a pas mal d'accompagnement et ça c'est un gros plus, d'où aussi peut-être la nécessité des synergies entre ville et territoire. Voilà. Et pour une entreprise comme Recycle Livre, je ne sais pas si Yoann est encore avec nous, normalement. Pas. Non, je pense qu'on a perdu. Ah, on vient de mettre un post, ouais, effectivement. Ah oui, c'est déconnecté. Bon, est-ce que je vous propose donc de passer, de continuer aux questions. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour sur l'organisation des activités, sur sa mise en place, les partenariats nécessaires et comment ces partenariats viennent apporter d'un côté ou de l'autre des opportunités, des ouvertures, des réflexions communes. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires pour les personnes qui sont connectées? Oui, non? Il y aurait aussi la possibilité, est-ce que... ah oui, il y a Maxime Roby. Oui. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Je me demandais pour les EBE qui ont mis en place ces activités-là, à partir de combien de temps, je ne sais pas exactement depuis quand vous êtes habilité, vous avez ouvert, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un passage à une autre échelle qui arrive à un moment donné. Parce que nous, on n'a pas encore ouvert, quoi. On est le 60e territoire habilité. J'ai l'impression que les marchés qui se dessinent aujourd'hui sont hyper localisés. La collectivité est vraiment celle qui va faire générer le premier chiffre d'affaires. Il y a des partenaires avec des entreprises, mais qui sont à côté. Et je vois que vous êtes souvent à une échelle départementale ou même supra-départementale. Je me demande à quel moment, en fait, dans la vie de l'entreprise, ce type de... Enfin, il y a eu ce passage à l'échelle-là. Voilà. Merci. Tu veux commencer à répondre? Moi, je veux bien. En fait, nous, on a juste un an. On vient de fêter nos 1 an, donc il ne faut pas imaginer qu'il y a 4 ans derrière tout ça. Il y a eu un travail qui était bien en amont, évidemment, sur ces filières-là. C'est des filières qui, j'en parlais tout à l'heure, qui économiquement sont quand même assez complexes parce qu'il y a des enjeux de massification et donc de territoire. Donc, ça implique, et c'est aussi ça les questionnements entre TZ et ces enjeux d'économie circulaire, c'est qu'en fait, on se retrouve vite à dépasser notre territoire d'expérimentation dans la zone de chalandise, à la fois pour la collecte, mais aussi pour la revente. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai questionnement. Nous, on a fait un travail depuis le démarrage qui est sur une vallée, donc qui dépasse complètement notre territoire d'expérimentation dans sa captation. Par contre, l'ensemble de nos travailleurs et nos zones de travail sont sur notre territoire d'expérimentation TZ. Ça, c'est ce qui est important. Voilà. Sur le modèle économique, comme je l'expliquais, c'est un modèle économique qui ne se paye pas que sur les flux ou l'argent généré par ces flux-là. Sinon, c'est intenable, même nous, au bout d'un an, et même à moyen ou terme, ça sera quand même complexe. L'enjeu des volumes est essentiel pour arriver à construire de la marge. Voilà. Après, si on prend l'exemple de nos ceintures,
nos ceintures. Aujourd'hui, on vend nos sacs voilà, entre 60 et 90 euros. On doit démarcher commercialement parlant beaucoup plus large que ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça tient sa rentabilité sur cette filière-là. Sur le textile, ça va être d'autres enjeux. Le textile, on le revend en tant que vêtement, et donc nous, on gère déjà une boutique qui fait déjà presque 100 mètres carrés dans notre ressourcerie. On a vocation à mettre en place une friperie pro. C'est là qu'on trouvera du modèle économique en 2024 et en 2025, quoi. Et sur le plastique, bah, c'est beaucoup plus complexe que l'enjeu de revente de la paillette plastique, qui est quand même quelque chose en lien avec un marché mondial qui est très fluctuant. Donc, quand c'était le Covid, ça se revendait très, très cher et on aurait pu, si on avait été là, le vendre cher. Aujourd'hui, on est à quelques centaines d'euros la tonne. Par rapport à tout le travail que ça représente, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est aussi cet enjeu de dire on sort d'un marché mondial, et on trouve des acteurs qui utilisent cette matière-là, d'où le fait d'arriver à construire des filières entières. Et c'est ça l'enjeu aussi, c'est aussi de se dire que si on veut construire local, il faut qu'on construise de la collecte jusqu'à l'usage final. Parce que si on n'en est qu'un maillon de cette chaîne-là, la valeur ajoutée de cette chaîne-là, elle est quand même très limitée et les marges sont compliquées. Donc, il y a un enjeu de filière et donc un enjeu partenarial, parce qu'on n'est pas des startups, mais des EBE, et qu'à ce titre-là, bah, il faut prendre le temps de construire les choses. Et d'où le fait de dire d'un maillage partenarial privé, public et d'autres acteurs autour qui sont essentiels pour pouvoir y arriver, quoi. Voilà. Sandrine, tu allais prendre la parole, je pense, en même temps. Oui, moi je voulais rajouter un peu la même chose, c'est que nous, on a commencé en août 2023. Moi, je savais très bien, de par mon expérience de gestion des ZAT, qu'il y aurait des activités qui ne rapporteraient rien. Et il devrait y avoir une activité ou deux activités qui généreraient un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir pallier un peu aux autres, dans l'optique d'avoir une entreprise à but d'emploi qui soit à l'équilibre. Et du coup, c'est vrai que on a décidé de se lancer dans Somalité parce que on s'est dit très rapidement, je me suis dit très très rapidement, que par rapport aux impératifs qu'il y avait de consensus, de non-concurrence, d'innovation, de visibilité qu'on devait avoir de cette entreprise, et puis surtout des personnes qu'on allait embaucher et qui, peu ou prou, n'avaient pas fait des formations depuis très très longtemps. Ça pouvait être quelque chose qui pouvait rencontrer en fait qui pouvait matcher sur tous les besoins. Et donc nous, notre objectif, c'est de livrer dans toute la France en fait. Donc pour l'instant, on est encore des bébés, parce qu'on n'a pas 1 an d'existence, mais pour autant, on réfléchit déjà c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'après 2026, où là, on deviendra une entreprise peut-être complètement focalisée sur l'agroalimentaire, peut-être complètement focalisée sur Somalité, mais qui développera d'autres activités autour. Et donc, c'est un travail de longue haleine, c'est ce qu'expliquait Romain, c'est effectivement aller démarcher des entreprises, faire travailler son réseau à fond. Thierry, tu veux rajouter quelque chose? Oui, en fait, ça peut rester une petite activité. En fait, moi, j'ai pour principe de tout essayer. Quand je disais pourquoi pas, et puis on l'essaye derrière. Et ça peut prendre des proportions conséquentes, et auquel cas, ça devient un pôle d'activité à part entière, ou ça reste une activité d'un pôle d'activité. Et ce n'est pas une question de... Nous, à Bléré, on a 15 mois d'existence. C'est quelque chose qui est né il y a 6 ou 7 mois. Toi, on avait 6 mois d'existence. Donc là, tu n'as pas encore démarré. Peut-être que tu peux trouver, demain, tu rencontres quelqu'un et puis ça devient une opportunité supplémentaire. Et peut-être que ça se fera que dans 2 ou 3 ans. Mais par rapport à ton conseil d'administration, par rapport au comité local pour l'emploi et tout, donne-leur ces pistes de réflexion, qu'ils écoutent tout ce qui se passe autour de chez vous et qu'ils te remontent toutes ces informations, parce que ça peut être pertinent.
Voilà. Isabelle Lénus, attends, pardon, avant de vous donner la parole, je ne sais pas si notre collègue de la Belle Initiative veut rajouter quelque chose par rapport à la question qui a été posée, si c'est OK. Mais je pense que ça a été un peu clair pour tout le monde, hein. On peut rester sur des petites activités complémentaires qui complètent, ou bien sur une opportunité. Après, ça peut vite grossir, mais on peut aussi travailler quand même sur des petites activités complémentaires. Merci. Alors, Isabelle Lénus. Oui, merci. En fait, j'ai posé ma question dans le chat, mais je suis pas sûre que vous ayez vu. C'était au sujet de la composante tech qu'a évoqué Thierry Petonnet. Je voulais savoir si vous en saviez plus un peu sur comment la faire vivre, tout ça, parce qu'on est souvent, j'imagine, submergé d'un certain nombre de composants. Et du coup, c'est comment, auprès de qui, est-ce que vous avez un petit peu affiné voilà, cette idée? Alors, on en est au balbutiement de cette composothèque. Aujourd'hui, on démonte un certain nombre d'objets et on les met dans la boutique quand ça peut être vendu aux particuliers. C'est d'abord une exploitation pour nous aussi. Les roulettes, on a besoin d'énormément de chariots, etc. Au début, on n'en avait pas, donc on a fait nos propres chariots avec les roulettes qu'on récupérait, par exemple. On a récupéré tous les tirants de tiroirs pour aménager nos meubles. Donc, on a déjà commencé par travailler d'abord pour nous, avant de se dire, mais tiens, on peut peut-être en proposer ailleurs. Et des tirants de tiroirs, on en a mis à la boutique également à vendre. On essaie comme ça. Mais le vrai sujet qu'on avait avec Mathias, enfin sans rien vous dévoiler, c'est pour aller encore plus loin dans le sujet, c'est que eux, ils ont besoin de démanteler leurs meubles, mais en fait, il y a d'autres entreprises qui font des meubles, que ce soit les comptoirs chez votre boulanger, etc., qui ont les mêmes sujets, de récupérer ça. Et c'est de se dire, si demain on en fait un process, enfin plus qu'un atelier artisanal, mais qu'on commence à vouloir en faire un pôle d'activité, il y a un gisement de meubles à démanteler, il y a un gisement de produits à démanteler qui est conséquent, et dans chacune des régions où nous sommes, en fait. Et c'est à partir de là où, en mutualisant tout ça, l'exemple avec Forme et Sculpture, c'est que eux, ils n'ont pas forcément besoin des mêmes roulettes sur le chariot suivant, sur les meubles suivants qu'ils vont faire. Et donc, si je retrouve 300, 400 ou 500 paires de roulettes, il faut que je puisse les revendre ailleurs. Donc, au fur et à mesure, c'est de travailler avec les menuisiers locaux qui font des meubles, c'est de travailler avec d'autres structures qui ont besoin de ces produits pour les faire. Mais après, ça nécessite on devient un entrepôt logistique. Donc là, on devient logisticien. Donc avec tout ce qu'il faut en termes de référencement des produits que l'on a, être capable de les dimensionner en taille, en poids, etc., être capable de les livrer également localement ou plus loin. Donc ça devient un autre métier et je dirais c'est presque une EBE, une nouvelle EBE qui deviendrait une EBE logisticienne. Alors, et là aussi, je vais faire un petit aparté, Laurence va sourire, c'est qu'on va quitter du coup, c'est pas que sur Bléré qu'on va faire les ventes. Voilà, puisque notre territoire est en Bléré. Là, on se permet d'aller voir un peu plus loin. Et puis un point important, on est un réseau territoire zéro chômeur, c'est que là, on vous partage quelques idées que l'on a, les quelques personnes qui témoignent aujourd'hui, mais dans toutes les EBE, il y a des idées de recyclage, de réutilisation, et ça, c'est très, très intéressant parce que on ne pense pas forcément à tout. Non plus, et puis qu'en voyant ce qui se passe sur les autres territoires, c'est de se dire, ah, tiens, ouais, pourquoi pas chez nous, tiens, j'avais pas pensé à ça. Et ça, cette mutualisation des idées que l'on peut avoir, moi, m'intéresse beaucoup. Voilà. Tout à fait, ça permet de faire notre virage donc, vers la fin pour respecter l'horaire qu'on s'est imposé. De dire que effectivement, et la raison pour laquelle on a commencé à travailler sur ces webinaires, c'est que déjà lors de la première étape expérimentale, on était sur à peu près 30% des ETP créés dans les entreprises à but d'emploi autour de la question de la transition écologique au sens large, et dont
les blocs les plus importants étaient des activités liées à l'économie circulaire. Donc, comme Thierry vient de l'annoncer, vous avez tout un tas d'activités qui se développent. On n'a pas un panel et on ne va pas vous faire une liste à l'après-vert de tout ce qui est développé dans les entreprises à but d'emploi. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si finalement on était à 30% sur 10 entreprises, qui était la première phase expérimentale, désormais ça commence à prendre aussi d'autres volumes, d'autres formes et à avancer sur des activités aussi différentes. Donc certes, il y a des ressourceries, il y a des recycleries, il y a des matériothèques, il y a des recyclages des livres, enfin voilà, il y a tout un tas d'activités, mais il y a aussi de plus en plus des entreprises qui cherchent sur des points assez innovants, hein, qui terminent justement pour aller positionner l'OBE comme un partenaire avec qui on peut expérimenter. Et donc, je pense que cette notion d'expérimentation, elle est aussi attirante d'un point de vue d'est-ce que le projet peut proposer pour développer des activités, et on te citera désormais, Thierry, les activités du pourquoi pas. Donc, on va aller chercher, on va aller expérimenter, on va le tester, et puis on va voir ce que ça donne. Et je pense que ça rejoint un peu ce qu'il disait Mathilde tout à l'heure aussi, hein, sur le lien et l'avantage de pouvoir travailler avec Sandrine sur cette question des bols. Moi, c'est parti. Il y a le temps quand même d'une dernière question pour fermer, mais avant tout, je vous envoie un message sur la boîte des dialogues avec la date du prochain webinaire qui aura lieu le 5 avril à 13h, donc même heure. Vous pouvez trouver l'enregistrement de ces webinaires-là sur le site que vous avez là, c'est la page de l'Observatoire BTZ. Et vous avez aussi une base de données qui regroupe tous les recherches, rapports et autres, pas in extenso, mais on essaye, sur le projet. Et il y a une partie consacrée à la question de la transition écologique. Donc, vous allez pouvoir voir déjà ce qui a été fait sur le projet à ces sujets et aussi aux questions transition écologique, coopération, économie circulaire, coopération, etc. Il y avait quelque chose qui était récurrente dans la manière comme vous avez présenté les activités et qui est en lien, et je ne sais pas si peut-être un besoin, est-ce qu'on peut dire que justement pour imaginer les développements des activités dans l'économie circulaire, est-ce qu'il faudrait qu'on imagine ces entreprises polyactivités ou est-ce que aussi il faudrait imaginer une certaine capacité à pouvoir avoir des compétences mobilisées ou mobilisables dans toutes les activités. Alors, comment est-ce que ça se positionne? Est-ce que ça va ensemble? Pas du tout. Alors, vous voulez dire au sein d'une même EBE ou au sein de toutes les EBE au niveau national? De votre expérience à vous. Voilà. Est-ce que vous de pouvez notre imaginer... expérience à nous. Mais, au sein de notre expérience à nous, lorsqu'on a commencé par la collecte des vêtements et que les vêtements qui étaient très abîmés, on a commencé à les travailler pour les transformer en sacs, en pochettes, etc. Du coup, on a commencé à faire des gros sacs en tissu recyclé qu'on propose aux entreprises. Et comme on a commencé à démanteler du bois de palette, on a commencé à faire des portants pour ces sacs. Donc aujourd'hui, on propose un service gratuit aux entreprises de portants en bois de palette qu'on a démantelé et de sacs, d'énormes sacs en baluchon. Donc on va prêter en fait c'est de la prestation gratuite pour récupérer des vêtements qui sont de meilleure qualité parce qu'on sait très bien que lorsque votre collègue de travail vous voit mettre les vêtements à donner, c'est pas la même chose que quand vous les mettez dans les habits box et que globalement vous n'avez peut-être pas très très bien lavé. Donc du coup, ça nous permet de récupérer des vêtements de meilleure qualité. Et donc, on a créé un pôle couture et du coup, Vuitton, avec lequel on va récupérer les cuirs, on va pouvoir mélanger le cuir et le tissu dans un même pôle. Donc, on va pouvoir gagner en compétences puisqu'on va apprendre à coudre le cuir
On a été voir une entreprise hier qui sait coudre le cuir, qui a un savoir-faire franco-français à 500%, qui est sur la région, qui a déjà recommencé à regarder si elle ne pouvait pas nous céder à un prix défiant toute concurrence des machines pour coudre le cuir. Donc du coup, il y a un lien. Il y a un lien qui se fait entre le bois, le tissu et le cuir. Des vinyles, on récupère des vinyles rayés, on les transforme en luminaires. Donc on les déforme et on les transforme en luminaires. Donc on est sur de la décoration. Et puis par contre, c'est vrai que Somaltais, on est vraiment dans le biodégradable, puisque Mathilde disait soit on le mange, soit on le jette, mais on peut le jeter dans la nature parce que c'est que des produits naturels. Donc ça recoupe aussi l'activité des biodéchets sur lequel on a été missionné par un bailleur social et sur lequel on va créer des composteurs et on va faire l'animation, le remuage, on va former les gens effectivement aux biodéchets. Donc tout est lié en fait. L'économie circulaire, vous avez toujours des parallèles, quel que soit le matériau que vous allez utiliser. Et puis je ne parle pas de la vaisselle, puisque la vaisselle, c'est de la collecte de vaisselle qui est cassée et qu'on va pouvoir recycler. Pierre, Romain, si vous voulez rajouter quelque chose. Bon. Sur pour cette dernière intervention, merci à toutes et tous de nous avoir connectés pendant ces 2 heures avec nous. Je rappelle que nous étions plus de 70, entre 76 et 80 tout au long de ce webinaire. Donc ça montre l'intérêt et les questions qu'on se pose sur le sujet. Merci à tous ceux qui ont accepté notre invitation, Sandrine, Thierry, Romain, je ne vois pas, mais oui, attendez, parce que je ne vois pas du tout les personnes, je pense qu'il y en a déjà qui ont dû se déconnecter. À Frédéric aussi, et je vois que Johan, voilà, qui est parti. Bref, c'était un essai pour commencer à aborder le sujet des façons un peu plus techniques sur la question de l'économie circulaire. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, des propositions, si jamais il y a des sujets que vous souhaitez voir abordés et sur lesquels vous voyez un intérêt entre le projet et d'autres interactions. L'idée, c'est que cet espace soit un espace aussi ouvert, qu'on puisse partager avec d'autres partenaires et des intervenants extérieurs pour enrichir la réflexion commune, en tout cas d'un point de vue du projet, mais aussi avec les autres partenaires qui travaillent avec nous. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Et il me reste plus que vous souhaiter une bonne après-midi. Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Et également, merci beaucoup.